Go. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre série de webinars. Tout d'abord, je souhaiterais vous remercier de nous rejoindre aujourd'hui. Le sujet de cette présentation concerne les pratiques en droit du travail chinois. Il s'agira notamment de répondre aux questions que vous vous posez fréquemment en termes juridiques, fiscaux et d'assurance lors de l'embauche de personnel chinois ou étranger, que ce soit dans les cadres de contrats de détachement, d'expatriation ou tout simplement de contrats locaux. Ce qu'on remarque chez la plupart de nos clients qui souhaitent entrer sur le marché, c'est qu'ils décident souvent d'affecter un ou plusieurs salariés du siège en Chine, bien avant de créer leur entité juridique. Ce qui peut poser certaines difficultés, notamment en termes de conformité et d'immigration. Ces difficultés ne sont pas un obstacle, car il s'agit d'une tendance assez ordinaire. Au cours de ce webinaire, nous allons parler des différentes méthodes qui existent en Chine en droit du travail et nous allons essayer de mettre en lumière les méthodes les plus fréquemment suivies et celles qui sont conseillées. Avant de commencer la présentation, je souhaiterais juste vérifier que tout le monde m'entende bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur l'onglet avec la main pour confirmer. Sinon, n'hésitez pas à rédiger vos questions sous l'onglet « Questions » et nous essaierons de régler le problème. Je vous informe également que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée et que le support écrit de cette présentation vous sera distribué par mail à la fin de la session. À la fin de ce webinaire, nous essaierons de tenir une session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre via l'onglet Questions et nous tenterons d'y répondre après la présentation. Juste pour vous présenter dans un premier temps notre société, Color Group est une société internationale de conseil en gestion et en comptabilité fondée en 1979 à Hong Kong. Nous fournissons des services de conseil en matière d'entrée sur le marché, d'enregistrement de sociétés, de fiscalité, de comptabilité et de ressources humaines aux organisations souhaitant s'implanter ou étendre leurs activités à Hong Kong, Singapour et en Chine. Notre objectif est d'assister principalement les investisseurs étrangers et de les accompagner en répondant à toutes les questions de conformité qui peuvent se poser, qu'elles soient juridiques, fiscales ou comptables, lors de leur entrée ou de leur expansion sur le marché chinois. Un mot également concernant notre intervenante. Julie est juriste interne au sein du bureau de Shanghai de Color Group depuis 2013. Elle conseille et représente nos clients occidentaux sur des sujets de droit du travail principalement, mais également de fiscalité, comptabilité et de transactions commerciales, non seulement lors de leur entrée, mais aussi lors de leur développement sur le marché chinois. Julie détient le certificat d'aptitude à la profession d'avocat et un Master 2 en droit des affaires acquis en France. Elle intervient donc en priorité pour nos clients français et francophones. Julie a l'occasion de s'exprimer régulièrement sur des sujets de droit du travail en Chine auprès des différentes chambres de commerce desquelles nous sommes membres et assiste également notre entreprise dans la rédaction de plusieurs articles en la matière. Je la laisse donc commencer la présentation sur les pratiques en droit du travail chinois. Merci beaucoup Camille pour cette présentation. Alors bonjour et bienvenue à tous. Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui pour parler du droit du travail en Chine et des pratiques qui sont suivies par les entreprises localement, notamment en termes juridiques, fiscaux et d'assurance. Alors, sans plus attendre, je souhaiterais évoquer notre premier point, qui est de savoir pourquoi les entreprises affectent-elles ou continuent-elles d'affecter du personnel étranger en Chine. Alors cette question est intéressante parce qu'elle permet de s'intéresser tout d'abord à la manière dont les investisseurs étrangers entrent sur le marché. Ce que l'on voit en général de la part d'entreprises intéressées par la Chine, c'est qu'elles décident d'abord d'y affecter du personnel avant même de créer leur entité juridique. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ont besoin qu'une personne du siège généralement vienne sur site pour rencontrer les avocats, les consultants, les partenaires, les fournisseurs ou encore des clients potentiels afin de comprendre le marché. Alors cela peut être une personne qui voyage en Chine tous les mois ou encore qui est affectée en Chine pour une durée limitée de 6 mois à 1 an par exemple. La tendance qui se profile également auprès des entreprises étrangères, c'est de localiser leurs effectifs en embauchant des salariés chinois, même à des postes clés. Alors toutefois, en ce qui me concerne, moi je vois encore beaucoup d'entreprises qui embauchent des étrangers pour gérer les équipes ou pour faire le lien entre les opérations en Chine et les exigences du siège social dans le pays d'origine,
parce qu'elles ont besoin d'avoir des procédures de contrôle interne en place, et ces procédures sont en général mieux comprises par des personnes du siège qui connaissent la culture, l'histoire, mais aussi les missions et les pratiques du groupe. Par conséquent, nous voyons plusieurs cas dans lesquels les sociétés affectent du personnel étranger en Chine. Et en général, ça va être de fournir du personnel auprès de filiales dans le cadre de projets à court ou long terme. Ça peut également être pour établir des opérations en Chine. Il est en effet fréquent que les entreprises envoient leurs ingénieurs pour assister dans la construction d'une usine de fabrication ou encore dans la mise en place d'un chantier naval, surtout dans l'industrie pétrolière. Troisièmement, pour superviser le personnel local. Et là, cela rejoint ce que je disais précédemment sur la nécessité d'avoir une personne du siège qui rapporte ce qui se passe au sein de la filiale chinoise, pour construire des relations durables avec les partenaires locaux, pour agir également en qualité de directeur provisoire en cas d'absence temporaire de direction, pour remplacer temporairement une personne qui souhaite effectuer une formation, comme un MBA par exemple, ou remplacer une salariée qui part en congé maternité, ce qui est assez fréquent. Et enfin, pour donner l'opportunité d'une expérience à l'étranger et stimuler la carrière professionnelle des salariés. Et je dirais que ce dernier point est l'un des aspects les plus fréquents de l'affectation du personnel à l'étranger. Cela peut durer environ de 2 à 5 ans dans le cadre de contrats soit de détachement, soit d'expatriation, et on va y revenir tout à l'heure. Et ça permet également à la personne de mieux appréhender les opérations, la culture locale, mais également de connaître les filiales. Cet échange peut s'opérer tant vers la Chine pour les salariés français que vers la France pour les employés chinois. Concernant notre prochain point, il faut se poser la question de savoir quelles sont les conséquences juridiques d'un détachement ou d'une expatriation en Chine. Un détachement ou une expatriation pose inévitablement des questions juridiques, fiscales et d'ordre migratoire, toutes liées les unes aux autres, auxquelles on va devoir faire face. Les conséquences d'ordre migratoire sont les premiers points à étudier par les départements des ressources humaines. Premièrement, si la personne prévoit de travailler plus de 6 mois en Chine, il faudra un visa pour résider en Chine. Pour obtenir un tel visa, il faudra que la personne concernée obtienne une lettre d'invitation qui lui sera délivrée par la filiale chinoise de votre entreprise. C'est pourquoi il est important pour une entreprise étrangère d'ouvrir la filiale en Chine. Autrement, il est impossible d'obtenir un visa de travail pour un salarié expatrié en Chine. Une fois la lettre d'invitation obtenue, il est nécessaire que l'entité locale signe également un contrat de travail local avec le salarié afin d'obtenir un visa de travail en Chine. Peu importe évidemment si un contrat de travail est déjà signé avec le siège ou non. Ce visa de travail autorisera l'employé à résider en Chine. En outre, si le salarié reste plus de 6 mois en Chine, l'entreprise devra déclarer ses revenus et payer les impôts en conséquence au bureau des impôts compétent. Le montant de l'impôt sur le revenu sera retenu à la source par l'employeur et les charges sociales devront également être déclarées aux autorités compétentes. Bien évidemment, si le salarié a des revenus de source française, comme par exemple le revenu issu de la location d'un bien immobilier dont il est le propriétaire en France, il devra s'acquitter de l'impôt correspondant au centre des impôts compétents, même s'il réside en Chine et qu'il n'est plus considéré fiscalement comme résident français. Il y a donc beaucoup de formalités à accomplir pour expatrier ou détacher un employé depuis la France vers la Chine, que ce soit à l'intérieur de votre entreprise, dans une filiale de celle-ci, ou encore au sein d'une entreprise tierce. Concernant maintenant l'obtention de visa, je dois dire qu'il s'agit d'un sujet assez difficile et très récurrent de la part des entreprises étrangères. Je vais vous donner l'exemple d'un client qui a voulu établir une succursale en Chine et qui souhaitait y créer son restaurant. Il était très pressé, il voulait tout de suite. Et comme beaucoup d'entreprises françaises qui souhaitent s'implanter en Chine, le restaurant avait engagé du personnel avant même d'avoir créé la société en Chine. Or, en Chine, comme partout dans le monde, personne n'est autorisé à embaucher du personnel tant qu'aucune autorisation de travail n'a été délivrée à l'entité sur place. En effet, il faut que l'entité juridique soit créée d'abord pour que cette dernière embauche du personnel. Il faut également faire signer à chaque futur employé des contrats de travail avant la prise de poste. Donc, dans notre exemple,
approbation préalable avait été délivrée à ce restaurant, mais aucune autre licence ou autorisation n'avait été délivrée. Aucun compte en banque n'avait été ouvert, donc l'entreprise n'était pas juridiquement enregistrée. Dans le même temps, 15 serveurs et serveuses avaient été employés dans ce restaurant, sans compter le personnel de cuisine. Et ce qui devait arriver arriva. La police locale fit une visite surprise à la suite d'une dénonciation d'un salarié. Et parmi donc le personnel, il y avait 6 Philippins qui avaient été employés comme commis de salle et 8 chefs. Aucun d'entre eux n'avait un visa de travail. Ils travaillaient tous avec des visas touristiques. Tout le personnel a dû être emmené au poste de police. Ils n'ont pas été emprisonnés, heureusement, mais cette expérience a été traumatisante pour chacun d'entre eux. Et le propriétaire nous avait simplement indiqué qu'il paierait l'amende et que tout le monde serait libéré sur le champ, certes, mais il n'avait toujours aucun permis de travail, ni visa de résident, donc il n'aurait jamais dû travailler dès le départ, et il allait donc falloir régulariser la situation. Vous comprenez pourquoi il faut vraiment s'assurer que vos employés ont bien leur visa de résident, ainsi que leur permis de travail, et il faut également s'assurer personnellement que leur visa soit bien renouvelé tous les ans, voire tous les 2 ans, suivant les pratiques de l'entreprise. Les peines ne sont pas forcément très élevées, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Donc, dans l'exemple que je vous donnais, le restaurateur a dû payer 5 000 RMB par personne. Ce n'est donc pas là le vrai problème, mais c'est plutôt qu'aucun des anciens employés n'a voulu travailler à nouveau avec cette société après cet événement, et donc sa réputation a été mise en jeu, ce qui a porté gravement atteinte aux intérêts du groupe. C'est pourquoi il est important de connaître le droit applicable, de savoir comment entrer en Chine, être en règle avec les exigences du droit chinois et être sûr d'avoir un visa de travail avant que vos employés ne viennent travailler en Chine. Alors évidemment, il y a la règle d'un côté, il y a la pratique de l'autre. On continue à avoir pas mal d'étrangers qui commencent à travailler pour une filiale en Chine sans permis adéquat, mais il faut être préparé au risque de dénonciation. Il y a un véritable risque que les personnes de l'entreprise dénoncent la situation de travailleurs irréguliers et il faut simplement en être conscient. Alors que vous employez des Français, des étrangers, des salariés locaux, il faut que vos employés signent un contrat de travail. Sur ce point, vous seriez surpris de voir combien d'investisseurs étrangers emploient du personnel qui n'ont pas de contrat de travail et n'ont même pas de registre de leurs employés. Et les employés ne pensent même pas à soulever ce point. Il s'agit souvent d'un accord tacite qui convient à tout le monde, en tout cas pendant un certain temps. En effet, la réglementation et la législation changent et votre personnel est de plus en plus exigeant. Vos employés n'hésitent pas maintenant à dénoncer si les choses ne vont pas dans leur sens, si vous n'êtes pas conforme. Voici une liste des points principaux qui, selon nous, doivent être abordés lors de la négociation d'un contrat de travail, que cela soit avec un Français ou un Chinois. Avant cela, attardons-nous plus sur la situation des travailleurs français et étrangers, parce que la plupart des étrangers qui travaillent en Chine ont souvent 2 contrats. Un contrat dans leur pays d'origine, en France ou dans notre pays, et un contrat en Chine avec la filiale chinoise de leur employeur, comme discuté avant concernant les raisons des visas. Ce système de double contrat leur permet de conserver leur système de retraite, de cumuler des points grâce à leur contrat français, tandis qu'ils perçoivent la majorité de leur salaire grâce à leur contrat chinois. Mais avec l'existence de ces 2 contrats, les employés rusent de plus en plus et parfois les termes de ces 2 contrats ne sont pas exactement les mêmes. Par exemple, le contrat français va mentionner que l'employé aura droit à 25 jours de congés payés par an, tandis que le contrat chinois peut stipuler que ce même employé n'a droit qu'à 10 jours de congés payés. Si un litige survient, on a de plus en plus d'expatriés qui ne vont pas hésiter à assigner leur ancien employeur en Chine pour se voir appliquer le contrat chinois, surtout si le droit chinois semble plus avantageux que le droit français, et ce qui est notamment le cas en ce qui concerne le congé de maternité que nous étudierons par la suite. Soyez donc bien certains que les termes et conditions des 2 contrats soient équivalents en faisant bien attention à leur conformité avec le droit applicable. Même lorsqu'il s'agit d'un employé chinois, en particulier lorsqu'il occupe des responsabilités managériales, parce qu'auparavant, vous aurez pu lui proposer de lui verser une partie de son salaire à Hong Kong et donc de lui faire signer un second contrat avec votre filiale à Hong Kong. Par conséquent, je répète, pour tous les employés chinois, français ou étrangers, peu importe le poste qu'ils occupent, assurez-vous dès la signature d'un second contrat de travail que toutes les clauses de ces contrats sont équivalentes, notamment en termes de salaire, de système de retraite, d'assurance santé ou encore d'impôts.
Alors, pour revenir à la présentation, le premier point clé d'un contrat de travail, ça va être le temps de travail. Les salariés ne doivent pas travailler plus de 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine, ce qui est la durée légale du travail en Chine. Ils doivent avoir également un jour de repos par semaine au moins, en général le samedi ou le dimanche. Le plus souvent, il va s'agir du dimanche, mais il existe une possibilité de moduler ce point, car la plupart des entreprises en Chine laissent le samedi et le dimanche comme jour de repos. Ce que peu d'entreprises savent, c'est qu'elles peuvent demander à bénéficier d'un système d'horaire flexible. Pour une certaine catégorie d'employés, par exemple les senior managers, il est possible de demander à bénéficier de ce système d'horaire flexible. Pour ces employés travaillant plus de 40 heures hebdomadaires, vous aurez tout intérêt à mettre en place un tel système qui consiste simplement à dire que les heures supplémentaires travaillées ne seront pas payées par l'employeur, car elles sont en général compensées par du salaire et ou des congés payés additionnels. Cela permettra à l'employeur de bénéficier d'une certaine flexibilité et surtout de voir son équipe effectuer des heures supplémentaires en cas de nécessité. À propos d'heures supplémentaires, parlons à présent du paiement de ces heures supplémentaires. Elles sont effectuées durant la semaine. Dans ce cas, elles seront payées 150% du taux horaire. Si elles sont effectuées pendant les jours de repos, c'est-à-dire samedi et ou dimanche, elles doivent être payées à 200% du taux horaire. Enfin, les heures supplémentaires effectuées durant les jours fériés doivent être payées à 300% du taux horaire. Par exemple, si vous souhaitez faire travailler vos employés pendant le Nouvel An chinois, il faudra que vous vous apprêtiez à payer 300% de leur salaire horaire pour ce faire. Concernant les congés payés, il n'y a pas vraiment de règles claires sur le nombre moyen de congés payés que vous devez accorder à vos employés. Je peux donc uniquement vous parler de tendance. En revanche, nous avons une réglementation claire concernant le nombre minimum de congés. Selon la loi sur le contrat de travail, les employés en Chine doivent avoir au minimum 5 jours de congés payés par an s'ils ont plus d'1 an d'expérience, 10 jours s'ils ont plus de 10 ans d'expérience et 20 jours s'ils ont plus de 20 ans d'expérience. Cependant, une majorité d'entreprises étrangères ont pour habitude d'accorder 10 à 15 jours par an de congés payés à leurs employés. En général, ces employés doivent prendre leurs congés durant l'année calendaire, c'est-à-dire de janvier à décembre, et s'ils ne le font pas, vous devrez payer à votre employé 200% de son salaire journalier par jour de congé non pris. C'est pourquoi vous devez bien comprendre quelles sont les règles concernant ces congés payés. Concernant le salaire minimal, cela ne concerne en général pas les entreprises françaises qui emploient des salariés étrangers. En général, celles-ci souhaitent employer des personnes compétentes pour un poste en particulier, qu'elles rémunèrent plus que le salaire minimum, mais je vais vous en dire 2 mots pour que vous ayez une idée des montants. En l'absence de réglementation globale à l'échelle de la Chine entière, le salaire minimum est différent d'une ville à l'autre. À Shanghai, par exemple, pour l'année 2016, le salaire minimum est de 2020 RMB. À Pékin, le salaire minimum est de 1720 RMB, tandis qu'à Canton, il est de 1895 RMB. À présent, je voudrais vous dire un mot sur le congé de maternité. Cette question tend à devenir de plus en plus importante maintenant que la politique de l'enfant unique a été abolie. Vous devez savoir qu'en général, 120 jours de congé de maternité, soit environ 4 mois, sont accordés aux salariés. De plus, à compter du 1er janvier 2016, cette obligation légale doit être appliquée uniformément dans toute la Chine. Auparavant, elle ne s'appliquait qu'à Shanghai pour les salariés qui avaient plus de 24 ans et qui avaient leur premier enfant. En outre, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge d'1 an, la salariée pourra être autorisée à prendre 1 heure de pause par jour pour allaiter son enfant. De même, pendant la période prénatale, elle pourra se rendre à ses examens réguliers et cette absence sera considérée comme du temps de travail effectif. En termes de salaire, cette question est très controversée en l'absence de réglementation claire en la matière. En principe, peu importe la nationalité de la salariée, qu'elle soit française ou chinoise, il conviendra pour l'employeur de payer du salaire pendant tout le congé maternité. En général, une partie du salaire est payée directement par le gouvernement en fonction des cotisations sociales et l'employeur doit compenser le reste pour que la salariée puisse obtenir la totalité de son salaire. Mais dans des villes comme Shanghai, où le paiement des charges sociales n'est pas encore obligatoire pour les étrangers, et on y reviendra tout à l'heure, le salaire doit être payé à 100% par la société. Enfin, il faut également savoir que licencier une employée pendant son congé de maternité est extrêmement mal vu en Chine, en plus d'être considéré évidemment comme un motif
motif de licenciement abusif qui pourrait permettre à la salariée d'être réintégrée dans l'entreprise ou de demander une compensation assez élevée. Un tel licenciement peut même conduire à une amende pour l'employeur. Enfin, parlons du système de retraite. Vous vous demandez certainement s'il y a vraiment un système de retraite en Chine. Effectivement, l'âge de départ à la retraite a été un sujet de préoccupation pour certains de nos clients qui employaient des Français expatriés résidant en Chine, qui venaient d'avoir 60 ans et qui se sont vus refuser l'octroi ou le renouvellement de leur visa de travail et de leur permis de résidence. Donc l'âge de départ à la retraite en Chine est de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes. Donc si vous avez des employés expatriés en Chine qui ont cet âge, sachez qu'il sera très difficile, voire impossible d'obtenir un visa de travail et un permis de résidence pour eux. Il n'y a pas d'exception à cette règle, même si vous êtes une multinationale. Alors, je vais à présent vous parler des choses auxquelles il faut penser lors de la rédaction d'un contrat de travail et de règlement intérieur. Déjà, la première règle à savoir, c'est qu'un contrat de travail écrit est indispensable pour travailler en Chine. Et cette obligation est sanctionnée assez sévèrement. Si aucun contrat de travail n'a été signé après 1 mois de travail dans l'entreprise, mais avant 1 an, l'employé peut demander à ce que l'entreprise paye une compensation de 2 fois son salaire par mois. Et si aucun contrat de travail n'a été signé après 1 an de travail dans l'entreprise encourt une amende très importante. Il existe des cas d'emploi indirect également que l'on voit principalement pour les bureaux de représentation. Si vous avez uniquement un bureau de représentation en Chine, il faut savoir que vous devez passer par une agence RH locale comme FESCO ou CIIC pour employer le personnel qui travaille dans votre bureau de représentation en Chine. Cette situation d'emploi indirect par le biais d'agences locales ne concerne légalement que les bureaux de représentation. En effet, les entreprises à responsabilité limitée ne sont pas concernées par cette obligation car elles embauchent directement leurs employés. Il s'agit, je dirais, d'un équivalent de l'intérim en France. Comme dans l'ensemble des pays du monde, des mentions obligatoires doivent impérativement figurer dans les contrats de travail qui sont les éléments essentiels du contrat. Il existe également des situations d'emploi de facto en Chine et les conséquences de l'emploi de facto ou sans contrat sont assez sévères, en particulier si l'employé est conscient de ses droits. Il pourrait facilement les utiliser pour les retourner contre vous. Comme mentionné précédemment, la rupture d'un contrat de travail n'est pas un sujet facile. Je vous ai même ajouté un dessin qui illustre les situations dans lesquelles certaines entreprises se trouvent. En effet, on nous pose beaucoup la question de savoir quel est le montant de l'indemnité de départ en cas de licenciement. L'indemnité de départ est équivalente à 1 mois de salaire par année d'ancienneté au sein de l'entreprise. Si le salarié a travaillé moins d'1 an, l'indemnité sera équivalente à 1 demi-mois de salaire. Ce poste de dépense n'est souvent pas pris en considération par les employeurs dans leur budget. Concernant les causes de licenciement, la plupart des entreprises proposent des contrats à durée indéterminée assortis d'une période d'essai. Les périodes d'essai sont donc prévues pour tester les employés. Mais ces périodes d'essai sont souvent très courtes et il est très difficile de dire si au bout d'une si courte période, en particulier, je dirais pour les commerciaux, si l'employé est compétent ou non. C'est pourquoi les entreprises étrangères tentent de plus en plus de faire signer des contrats à durée déterminée d'1 an à titre de période d'essai. À l'expiration de ce contrat d'1 an, 2 situations se présentent à vous. L'employé n'est pas adapté au poste qu'il occupe et son contrat prend fin. Vous n'avez donc pas besoin de lui renouveler son contrat ni de le licencier. En revanche, vous devez payer une indemnité de départ, comme le précise l'article 46.5 de la loi chinoise sur le contrat de travail. Et si vous voulez le garder, eh bien, le précédent contrat va devenir la base de vos négociations et vous pourrez certainement augmenter votre employé sur la base de ses résultats et sur les bénéfices de l'entreprise. Dans ce cas, vous renouvellerez simplement le CDD en CDI. Quant aux démissions, elles sont très fréquentes en Chine. Comme vous le savez probablement, il y a un gros turnover sur le marché du travail chinois. C'est la raison pour laquelle vous devez connaître quelles sont les règles qui gouvernent la démission d'un employé et quels sont vos droits, notamment en termes de délai de prévenance. À présent, il est temps que je vous parle du contentieux en droit du travail chinois. À ce propos, il existe 2 bureaux chinois avec lesquels vous ne devez pas être en mauvais termes, le bureau du travail et le bureau des impôts. Le bureau du travail est la première étape dans un contentieux en droit du travail.
En général, le salarié va assigner l'employeur devant le bureau du travail et expose qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ou que son employeur a commis une faute grave. Ces accusations vont alors donner lieu à une enquête préliminaire diligentée par le bureau du travail. Les différends en droit du travail se résolvent généralement avec une médiation, un arbitrage ou par la voie contentieuse. Nos clients nous posent souvent la question, en arbitrage ou en contentieux, quelle sera la voie qui me sera la plus favorable en tant qu'employeur? Donc je dirais que si vous avez des documents en bonne et due forme, c'est-à-dire un contrat de travail signé et tamponné, toutes les attestations ou tout autre document qui prouve que vous avez licencié votre employé pour une raison valable, le tribunal ou les arbitres iront certainement dans votre sens. En revanche, si vous n'avez rien gardé de documents relatifs au contrat de travail de votre employé, ou si vous n'avez pas de preuves de ce que vous avancez, évidemment, les juges seront plus enclins à favoriser l'employé. Et c'est donc ce qu'il faut garder à l'esprit si vos relations venaient à se détériorer avec votre employé. Alors, après avoir négocié le contrat de travail, après avoir obtenu un visa de travail et une autorisation de résidence, les deux autres points sur lesquels il faut se pencher sont l'assurance sociale et les impôts. L'assurance sociale en Chine est obligatoire, que ce soit pour les Chinois ou pour les étrangers. Il existe 5 fonds d'assurance sociale qui sont les pensions de retraite, l'assurance médicale, l'assurance contre les accidents de travail, l'assurance chômage, l'assurance maternité et en plus une assurance logement. La photo qui figure sur la présentation est la carte d'assurance sociale qui est utilisée pour être remboursée de ses frais médicaux. Et je dirais que l'assurance sur le logement est intéressante car elle consiste pour le gouvernement et l'entreprise à permettre aux bénéficiaires de s'acheter un logement grâce à ses cotisations. Comme en France, vous pouvez vous en douter, il y a la part patronale et la part salariale de l'assurance sociale. Donc, vous avez l'option soit de payer l'intégralité de la part salariale pour votre employé ou de n'en payer qu'une partie. Dans ce cas, l'employé devra s'acquitter du reste des cotisations pour l'assurance maladie sur son revenu mensuel brut. Cette question fait partie des points à négocier dans le contrat de travail. Les étrangers doivent participer à l'assurance sociale et en théorie, ils sont redevables de l'assurance sociale partout en Chine. Mais cette obligation n'a pas été appliquée de la même façon partout en Chine. Par exemple, à Pékin, les étrangers doivent être enregistrés à la police et payer l'assurance sociale, mais à Shanghai, cette règle n'est pas appliquée et les étrangers n'ont pas à s'acquitter de cette assurance sociale. Il n'y a pas, semble-t-il, de changement à venir, même si on peut se douter que le gouvernement changera d'avis un jour ou l'autre, surtout si l'économie continue à baisser. Il y a beaucoup d'inconvénients, évidemment, à bénéficier de l'assurance sociale chinoise pour un étranger. Il faut tout d'abord qu'il réside depuis plus de 15 ans en Chine pour obtenir le moindre avantage social d'un régime. Plus, pour l'assurance médicale, il convient d'aller dans un hôpital chinois, ce que beaucoup d'étrangers refusent de faire. Les étrangers préfèrent en général aller dans des cliniques dans lesquelles les médecins parlent leur langue. Dans ce cas, si vous employez des étrangers en Chine, je pense qu'il est important de s'assurer qu'ils ont bien souscrit à une mutuelle qui couvrira tous leurs frais médicaux. On me pose souvent la question de savoir quelles sont les conséquences de l'absence de souscription à l'assurance sociale. Donc, je vais vous donner l'exemple d'un client qui n'était pas encore établi en Chine, mais qui utilisait un fournisseur pour embaucher 7 de ses employés qui travaillaient dans l'usine. Un jour, un des directeurs de l'entreprise en France a visité cette usine et a vu un salarié en béquille qui passait parmi les rangs des employés avec une enveloppe. Le groupe de visiteurs a donc demandé au personnel pourquoi il faisait cela et on les a informés que cet employé n'avait pas été remboursé de ses frais médicaux et d'hospitalisation et qu'il demandait de l'aide aux autres employés. Il s'est avéré qu'en réalité, le fournisseur chinois détournait les fonds destinés à l'assurance sociale. Il versait le salaire net aux employés sans jamais avoir payé d'impôts ou versé de cotisations sociales. Cet exemple montre également un fort aspect culturel qui est propre à la Chine. Et ce qu'il convient de savoir, c'est que les détournements n'auraient jamais été mis à jour si personne n'avait été dans cette usine à ce moment-là et n'avait vu cet homme en béquille. Donc la morale de cette histoire, c'est que si vous êtes employé en France, vous voulez bien sûr que votre employeur s'acquitte des charges sociales. Et bien en Chine, c'est exactement la même chose. Les employés chinois souhaitent que leur employeur s'acquitte pour eux des obligations fiscales et sociales. Il faut bien garder cela à l'esprit quand vous vous implantez sur le marché en Chine. Donc, le prochain aspect que je souhaite aborder avec vous au cours de cette présentation concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Alors, la première partie concerne l'impôt sur le revenu des travailleurs étrangers qui s'installent en Chine. Et nous pouvons dresser 4 catégories différentes d'étrangers vis-à-vis de l'administration fiscale chinoise. La première catégorie concerne les personnes qui vivent en Chine depuis moins de 183 jours. Alors, on parle de 183 jours parce que la majorité des pays ont signé avec la Chine une convention fiscale qui permet d'étendre la période durant laquelle les personnes sont exonérées d'impôts. Prenons pour exemple une personne qui a résidé en Chine du 1er janvier au 30 juin. Il a résidé en Chine à plein temps pour évaluer le marché local, mais n'a pas perçu de salaire en Chine. Il reste employé par son entreprise qui est basée en France, d'où il perçoit son salaire. Eh bien, cet employé ne sera pas assujetti à l'impôt sur le revenu en Chine. Fiscalement, du point de vue de l'entreprise, c'est exactement comme s'il était resté en France. Et pour lier tous les points de cette présentation entre eux, cet employé qui a résidé moins de 183 jours en Chine n'aura même pas besoin d'un visa de travail. Il lui suffira d'un visa business pour rester pendant cette période en Chine. La deuxième catégorie concerne les étrangers qui résident en Chine depuis plus de 183 jours. Dans cette situation, il n'y aura probablement aucune entité encore établie en Chine. Le salarié est donc encore employé par l'entreprise française. Le cas de figure le plus commun sera que l'employé ne résidera pas en Chine plus de 183 jours consécutifs. En effet, il reviendra souvent dans le pays où est située son entreprise pour rendre des comptes à son employeur et ou revenir pour les vacances d'été. De la sorte, l'employé n'aura pas résidé en Chine plus de 183 jours consécutifs, ce qui permet à l'entreprise de ne rien déclarer en Chine. En général, l'employé ne dira rien à propos de cette situation fiscale, mais selon nous, il y a quand même un risque, car le bureau de l'immigration chinois peut constater les déplacements de ce salarié et peut en référer au bureau des impôts chinois, ces deux bureaux étant liés l'un à l'autre. Et ils verront qu'aucun impôt n'a été déclaré en Chine. Maintenant, la question que nos clients nous posent souvent est de savoir comment faire si le salarié est envoyé en Chine devait rester moins de 183 jours initialement et au final, il reste plus. À partir de quel jour doit-on déclarer son salarié pour l'assujettir à l'impôt sur le revenu en Chine? Eh bien, je considère que dès que vous avez connaissance de la viabilité de votre projet en Chine, dès que vous savez que l'employé va devoir rester plus de 183 jours, à ce moment-là, il faut déclarer le salarié. En l'occurrence, le salarié est responsable personnellement de l'impôt sur son revenu. Il doit donc aller se déclarer au bureau des impôts du district où il réside habituellement et devra remplir un formulaire. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut quand même que cela soit fait. La troisième catégorie d'employés vis-à-vis de l'administration chinoise concerne les étrangers vivant en Chine depuis 1 à 5 ans. En général, dans ce cas de figure, une entité est bien établie en Chine et à ce stade de développement de l'entreprise, l'employé devrait recevoir un salaire de cette entité et être doté d'un visa de travail lui permettant de résider en Chine. Mais vous seriez étonné de constater le nombre d'étrangers résidant en Chine depuis plus d'1 an avec simplement un visa touristique ou business, ce qui est en aucun cas une solution pérenne. Enfin, la quatrième catégorie de personnes qui concerne de plus en plus de monde sont les personnes qui vivent en Chine depuis plus de 5 ans. À compter de la 6e année complète passée en Chine, tout revenu de source chinoise ou non chinoise est assujetti à l'impôt sur le revenu. Pour ne pas être assujetti à un tel impôt, il suffit d'interrompre votre période de résidence en Chine en quittant le territoire chinois plus de 30 jours consécutifs ou 90 jours au total sur une année. Alors l'inconvénient de cette solution, évidemment, c'est qu'il s'agit d'une option. Et face à cette option, le bureau des impôts chinois peut toujours affirmer que cela ne lui convient pas et qu'il fallait opter pour l'autre solution. C'est pourquoi, aussi peu pratique que cela puisse paraître, nous recommandons à nos clients d'opter pour les deux solutions, c'est-à-dire quitter le territoire 30 jours consécutifs par an et ne pas résider en Chine 90 jours au total. Cela permettra de s'assurer que l'administration fiscale chinoise ne viendra pas vous trouver pour dire que vous êtes redevable de l'impôt sur l'ensemble de vos revenus en Chine et à l'étranger. À présent, étudions les déductions possibles en termes de primes ou d'indemnités. Ce point est très important en Chine, que vous soyez un employé français ou chinois. Les indemnités peuvent concerner les frais de scolarisation de vos enfants, les frais raisonnables de cours de langue pour vos enfants et ou votre conjoint, les indemnités de logement, les frais de blanchisserie, le transport local, les indemnités de repas, etc. La question de nos clients, souvent, c'est de savoir jusqu'à quel point est-il possible de considérer ces indemnités comme des frais. Ils posent cette question tout d'abord pour réduire l'assiette de leur impôt sur le revenu pour l'employé, mais pour réduire également l'impôt sur les bénéfices que l'entreprise paiera par la suite.
Il s'agit d'une question d'équilibre. Je considère que les frais ne devraient pas représenter plus de 30% des indemnités. Si vous parvenez à la moitié, il est assez évident que vous essayez de réduire votre assiette fiscale et donc vos impôts. La chose la plus importante que vous devez retenir, c'est que vous devez fournir au bureau des impôts le contrat de travail qui liste tous les frais auxquels le salarié pourra prétendre être remboursé. L'agent des impôts lira le contrat et devra agréer ces frais. Toutes les dépenses que vous voyez dans la colonne de droite du tableau de cette présentation ne sont pas imposables et donc sont déductibles du salaire. Nous en arrivons à présent à notre dernier point en ce qui concerne le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ce calcul est relativement simple une fois que vous lisez le tableau figurant sur la présentation. Vous devez connaître quel est d'abord le revenu taxable mensuel du salarié. Pour cela, vous devez regarder quel est le revenu, Ladies and gentlemen, please hold on as we are waiting for Julie to come back. It seems that we've had a bit of stability issues with the internet line. Thank you for your patience. Une question nous arrive qui est la suivante. Quels sont les salariés protégés? Alors, en Chine, on a plusieurs salariés qui sont protégés et c'était prévu par l'article 42 de la loi sur le contrat de travail. Donc, moi, j'en ai listé 4 principaux. Ce sont les salariés qui peuvent avoir subi un accident du travail et qui se trouvent inaptes à remplir son poste. Très fréquemment également, la salariée en congé ou le salarié en congé de maladie, la salariée enceinte en congé de maternité ou durant sa période de lactation, et le salarié qui travaille plus de 15 ans dans la même société et qui se trouve à moins de 5 ans de la retraite. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les 4 cas de salariés protégés dans l'entreprise et qu'il faut traiter de manière spécifique, notamment si vous planifiez un licenciement. D'accord, très bien, merci Julie. Alors, la prochaine question concerne les entrepreneurs indépendants et c'est la suivante. Nous ne sommes pas encore aptes à nous établir en Chine pour le moment. Pouvons-nous employer une personne, qu'elle soit étrangère ou chinoise, en freelance pour qu'elle travaille en Chine? Quelles sont les conséquences juridiques, en particulier pour le travailleur local ou étranger, de ce contrat de freelance? Alors, la question des travailleurs indépendants en Chine est assez fréquente car on a beaucoup de sociétés qui utilisent ce système, c'est-à-dire qu'ils utilisent des travailleurs locaux ou étrangers et vont signer un contrat de service pour une durée plus ou moins longue. Parfois, je dirais même qu'il n'y a même pas de contrat entre la société étrangère et le travailleur indépendant en Chine, ce qui rend la situation encore plus compliquée. Alors, pour répondre à la question, le statut de travailleur indépendant n'existe pas en Chine. Donc voilà, il n'est pas possible en principe de signer un contrat de service avec une personne indépendante
si cette même personne n'a pas une société pour pouvoir facturer le service auprès de votre entreprise. Donc, signer un contrat qu'on appelle freelance avec une personne physique, ce n'est pas légal en Chine. Donc, si la société étrangère utilise un travailleur indépendant, Julie, attends, il y a un problème avec le système. Attends un moment. Une autre question arrive. J'ai obtenu ma licence d'exploitation pour ma société en Chine. Est-ce que je peux commencer à employer du personnel? Quelles sont les procédures à suivre? alors oui, bien sûr, à partir du moment où vous recevez votre licence d'exploitation, c'est le point de départ de l'existence juridique de votre entreprise en Chine. Vous pouvez donc commencer à employer du personnel. Évidemment, l'emploi de personnel va de pair avec l'ouverture du compte bancaire qui arrive généralement juste après la réception de la licence d'exploitation pour pouvoir payer les salaires à la fin du mois, ce qui paraît logique. En Chine est toujours plus compliqué que de les commencer. Ça, c'est évident. Malheureusement, si vous devez liquider votre entreprise, il y a beaucoup de choses à penser et le personnel en est la première. Déjà, il faut savoir que la procédure de liquidation d'une entreprise en Chine peut prendre jusqu'à environ 18 mois, voire 2 ans. Il faut savoir que la liquidation d'une entreprise en Chine est considérée comme une cause valable de licenciement, selon la loi sur le contrat de travail. Toutefois, vous allez avoir l'obligation de payer une indemnité de licenciement qui est égale à 1 mois de salaire par année d'ancienneté, et il faudra également respecter un certain ordre dans vos licenciements. Avant cela, il conviendra bien de définir clairement le nombre de salariés dans l'entreprise et bien vérifier qu'ils ont tous signé un contrat de travail et que tous les salaires ont bien été payés. Une fois que cette étape est clarifiée, vous devez vous acquitter de toutes les cotisations sociales qui correspondent, mais également déclarer et retenir du salaire le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui correspond. À ce moment, la société doit aussi décider quel salarié elle va garder pour pouvoir l'assister dans la procédure de liquidation. C'est souvent quelque chose que les entreprises ne prennent pas en compte au moment où ils doivent prendre la décision de liquider leur société. Et au moment de la rupture du contrat, l'employeur aura bien sûr l'obligation d'émettre un certificat de rupture du contrat de travail et de l'enregistrer auprès du bureau du travail. Voilà, pour moi, ce sont les étapes les plus importantes. Du travail et donc cela va automatiquement annuler le visa, le permis de résident du salarié étranger. Très bien, Julie. Une autre question nous arrive concernant la gestion des ressources humaines cette fois-ci. Pourriez-vous nous donner l'exemple d'une mauvaise gestion de ressources humaines et ce que nous ne devons pas faire, absolument pas faire en Chine?
Alors, en fait, pour moi, une mauvaise gestion des H, c'est de ne pas suivre les conseils de base qui ont été dits pendant cette présentation. Alors, je peux vous donner l'exemple d'un de mes clients en Belgique qui ne fait pas signer de contrat de travail à ses salariés. Et malheureusement, quand il le fait, c'est toujours après l'expiration du délai obligatoire d'1 mois, à compter de la date du début du travail de ses salariés. Ça, c'est une première chose et c'est très important. À mon sens, également, ne pas avoir de règlement intérieur qu'on appelle Employee Handbook, ça fait aussi partie d'une mauvaise gestion des ressources humaines. Les salariés ne connaissent pas les règles de l'entreprise, l'employeur ne peut pas le leur reprocher si aucun règlement intérieur n'a été signé. Donc pour moi, dès que vous créez votre entreprise, un règlement intérieur doit être rédigé et absolument être mis en place. Par ailleurs, je dirais que ne pas se préoccuper du visa de ses salariés étrangers peut avoir de graves conséquences sur l'entreprise. Donc prenez le temps de bien vérifier que les visas sont bien à jour. Si besoin, je pense que faire un rétro-planning peut vous aider dans la gestion des visas. Bon, il y a bien sûr beaucoup d'autres exemples qui peuvent démontrer une mauvaise gestion des ressources humaines. Je ne peux pas vous les lister tous aujourd'hui, mais par contre, si vous avez des questions là-dessus, je serai disponible pour des questions et des réponses supplémentaires plus tard. Très bien, merci Julie. Je crois que nous en avons terminé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais laisser encore un dernier moment aux auditeurs pour poser leurs dernières questions. Bien, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup Julie pour cette présentation très instructive. Tous les participants enregistrés recevront cette présentation par mail. Si vous avez apprécié cette conférence en ligne, n'hésitez pas à nous le dire et à nous faire parvenir vos remarques aux adresses qui s'affichent sur la page. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'investissement, la fiscalité et les sociétés étrangères implantées à Hong Kong, Singapour ou en Chine, abonnez-vous gratuitement dès aujourd'hui à notre magazine et à nos conférences en ligne sur notre chaîne YouTube ou suivez-nous sur LinkedIn ou sur callerservices.com. Merci beaucoup à tous et à bientôt.